Bienvenue ou re-bienvenue dans cette conférence d'introduction au programme Habitude Master, dans lequel on va un petit peu décrypter comment fonctionnent les habitudes. Et je vous propose qu'on commence directement à rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai préparé une présentation sur Keynote, tout en facilitation graphique. Est-ce que vous la voyez? C'est bon? Ok, super. Oui, Eh bien écoutez, c'est parti. Hop. Donc j'hésitais entre les deux vignettes, j'ai laissé les deux. Habitude, cerveau et changement, comprendre ce qui nous programme et comment on peut se reprogrammer en fait. Donc en guise d'introduction, on va voir les objectifs de cette conférence. Je vais me présenter en deux mots pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et puis je vais vous expliquer le programme de ce que je vais vous présenter ce soir. Donc tout simplement les objectifs, il y en a deux pour ce soir. C'est d'introduire, comme je le disais il y a un instant, le programme Habitude Master. Donc, un programme vraiment sur la science des habitudes et comment changer notre comportement au quotidien, sans vraiment faire appel à la volonté, mais je vais pas tout spoiler maintenant, c'est ce que je vais vous dire ce soir. Et voilà, j'appelais ça Habitude Master, changer votre vie une habitude à la fois. Et c'est pas un sous-titre, une vague promesse ou une promesse complètement hors de propos. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, hein. Ça reprend un peu la philosophie du Kaizen, de la méthode des petits pas, etc. Mixé avec ce qu'on a découvert sur comment fonctionnent nos gestes automatiques, nos habitudes au fur et à mesure de la journée. Et donc pour ce soir, spécifiquement, j'aimerais vous donner donc les clés, les ressorts, des clés de compréhension en fait, sur comment une habitude fonctionne et comment on peut changer une habitude. Changer une habitude, c'est soit adopter une bonne habitude, soit atténuer ou supprimer une mauvaise habitude. On joue sur ces deux leviers. Et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste mettre de la conscience sur ce qu'on l'on fait tous les jours et être un petit peu méthodique. Être un peu méthodique quand on va vouloir changer une habitude. On va voir notamment que les bonnes résolutions, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Cyril Maître. Vous me connaissez sans doute si vous regardez cette vidéo. J'ai été champion du monde effectivement en 2018 de mind mapping. Et donc, j'ai deux grandes casquettes. La première, c'est ce que vous voyez à l'écran. Je suis formateur en efficience cognitive, c'est-à-dire que j'aide mes clients à faciliter leur traitement de l'information au quotidien. Et à côté de ça, je suis aussi clarificateur visuel. Donc, dans l'efficience cognitive, je travaille sur les trois outils là, qui sont affichés en haut à droite. La lecture efficace, les techniques et stratégies de mémoire, et bien sûr, ma spécialité, ce sont les outils de pensée visuelle. Donc, le mind mapping, bien sûr, mais aussi le sketchnoting ou la facilitation graphique, c'est ce que vous voyez en ce moment. La facilitation graphique qu'on peut faire sur iPad ou sur des grands supports. Et donc la clarification visuelle, c'est comment je vais utiliser les outils de pensée visuelle pour clarifier une situation, un problème, un message, voilà, clarifier de l'information pour mes propres besoins ou pour les besoins de quelqu'un d'autre. Donc voilà en deux mots, et vous pouvez me rejoindre sur mon site cyril-met.com pour en savoir plus. Mais on n'est pas là pour parler de moi, ce soir on est là pour parler des habitudes et notamment du programme de ce soir. Donc voilà ce qu'on va faire ce que je vais vous proposer de parcourir dans cette conférence. Donc on est en train de terminer l'introduction. On va voir quelques éléments de contexte que j'ai mis dans cette branche pour commencer. On verra ensuite ce que j'ai appelé l'anatomie d'une habitude. Donc c'est lié aux travaux de Duhigg qui a, comment on pourrait appeler ça? Oui, on pourrait considérer il a défini une sorte d'algorithme de l'habitude, comment fonctionne une habitude. Une fois qu'on comprend cet algorithme, c'est simple, c'est un vrai outil d'observation et de compréhension de notre fonctionnement d'aujourd'hui. Et ça fait partie des leviers, c'est pas le seul, mais ça va faire partie des leviers qui vont nous permettre de changer des comportements qui ne nous plaisent pas forcément. Hop là, j'ai été trop vite. Ensuite, nouvelle habitude, nouvelle identité, effectivement, on va voir, et ça c'est vraiment un aspect super intéressant, je trouve. On va voir comment le fait de changer d'habitude va nous faire changer de comportement et on va changer progressivement notre image de soi. Et on va se rendre compte que ce qu'on pensait pas possible ou ce qu'on pensait être notre façon de faire innée, en fait, c'est pas inné et c'est sans doute des choses acquises qu'on a eues au fil de la vie et qu'on peut
détricoter ces comportements qui ne nous plaisent pas pour en retricoter d'autres qui soient plus en adéquation avec nos souhaits, et du coup découvrir qu'on a des capacités, des compétences insoupçonnées. On fera un point d'étape ici sur les points à retenir de cette première partie. Ensuite, on passera sur la partie gauche de la carte. Donc, ce n'est pas une histoire de volonté. Effectivement, on verra que la volonté n'est pas le meilleur ressort quand on veut produire un changement durable. Et on verra pourquoi. Ça nous amènera à voir pourquoi les résolutions échouent. Vous connaissez les résolutions du 1er janvier? Voilà. Les résolutions du 17 juillet, c'est pareil, ça ne marche jamais. Et ça marche pas longtemps. On verra pourquoi. Et puis, pour terminer sur l'aspect clé de compréhension, je ferai une courte introduction à ce qu'on appelle les quatre lois du changement. Si le domaine des habitudes vous intéresse, vous connaissez peut-être, lié aux travaux de James Clear, l'auteur de Atomic Habits. Rien peut tout changer. Peut-être que vous avez vu ce. Je reparlerai de tout ça hein, pendant ce live. Et puis, on terminera par une description rapide donc de la formation, hein. Changer votre vie une habitude à la fois, le programme Habitude Master. Voilà pour les présentations. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Je pense pas qu'il y ait de questions pour l'instant. Je regarde juste dans le chat peut-être. Euh, oui, nous sommes le 17 juillet, c'est le jour de la libération fiscale en France. Effectivement. Ok, et bien on avance. Donc, quelques éléments de mise en contexte pour commencer les premiers pas avant de poursuivre notre chemin dans cette aventure autour des habitudes et de la mise en place de nouvelles habitudes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser ces questions? Pourquoi est-ce qu'on arrive à tenir certaines choses, certaines décisions qu'on prend, certaines modifications de comportement, et qu'on abandonne les autres au bout de 3 jours? Et très souvent, on abandonne plus souvent que ce qu'on tient. C'est rare d'arriver à tenir les choses. Mais des fois, ça marche. J'ai enfin, j'ai fait des choses, je pense à la fin de mon adolescence, quand j'avais ouais, 17, 18 ans. Notamment, je vous raconterai peut-être ça, on verra dans le courant de la conférence ou de la formation, quand je faisais beaucoup d'arts martiaux. J'ai tenu des choses sur plusieurs mois qui m'ont fait vraiment décoller. Pareil pour le mind mapping au début de mon apprentissage. Et c'est des choses que j'ai mis en place de façon non consciente. Voilà. Et plutôt des habitudes vertueuses. Et à côté de ça, tellement de fois, tellement de fois, j'ai voulu faire des choses que j'ai jamais menées jusqu'au bout. Et je pense que je ne suis pas le seul. Ça aussi, c'est une question super intéressante. Est-ce que vous pensez avoir le contrôle de vos comportements dans votre vie quotidienne, dans votre vie quotidienne en général? Et ça, c'est un sujet vraiment important et délicat à la fois. Et ça va faire partie du programme Habitude Master, de faire un focus sur nos comportements et de s'apercevoir qu'on est très très souvent en mode pilote automatique. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle en soi. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle en soi. Le souci, c'est que ce mode pilote automatique, donc on a différents programmes qui sont installés, qui nous font agir de telle ou telle façon dans notre quotidien. Euh, Soit vous avez choisi vos programmes en conscience, vous les avez installés en conscience et en général ça se passe bien. Soit ces programmes se sont installés par des décisions que vous avez prises, par l'éducation, par la culture, etc., le milieu dans lequel on vit. Et on peut se retrouver dans des boucles vertueuses ou dans des boucles vicieuses, qui nous tirent plutôt vers le bas. Et donc, tout l'enjeu de la science des habitudes, c'est de reprendre le contrôle, non pas sur tout ce que l'on fait au quotidien, mais sur les programmes qu'on décide de garder à l'intérieur pour que certains comportements automatiques qui vont se dérouler au fur et à mesure de la journée nous permettent d'aller vers là où on a envie d'aller et pas l'inverse. Donc le constat que j'avais fait, alors je vous propose de couper vos micros, merci. Alors, alors, pas le mien, voilà. Merci de couper vos micros si vous n'avez pas besoin d'échanger. Donc le constat que j'ai fait, c'est qu'il nous manque une vraie compétence dans ce domaine des habitudes. Parce qu'on va le voir, on pourrait qualifier ça de science, entre guillemets. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'études scientifiques en psychologie comportementale qui ont été menées sur ce sujet.
Et souvenez-vous, si vous connaissez ma façon de m'exprimer hein, sur la compétence, je reprends la définition de ce qu'on trouve dans la formation professionnelle. C'est un ensemble de trois choses, une compétence. C'est hop, un ensemble de savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc, pour me ramener dans le contexte des habitudes, ce qui va nous manquer en termes de savoir, c'est comment fonctionnent les habitudes. Quelle est la mécanique qui se cache derrière la mise en place des habitudes? Et derrière ça, de ce qui nous fait agir au quotidien, encore une fois. Le savoir-faire, ben, tout simplement, c'est comment euh, créer soit des boucles d'habitudes vertueuses, soit d'atténuer et si possible de supprimer complètement les mauvaises habitudes. Et on va voir que c'est possible, ça c'est pas à pas. On ne peut pas tout faire en même temps, mais progressivement, hein, comme je disais, une habitude à la fois, vous pouvez faire de grandes choses, hein. Et nous, ce qu'on va viser, c'est le temps long. C'est pas je vous promets pas de transformer votre vie en 3 semaines, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comme le sport, c'est toute la vie. Pour entretenir son corps et pour entretenir de bonnes habitudes, c'est vraiment toute la vie. Et vous allez voir, on pourrait presque gamifier ces parcours, ça devient très amusant. Le savoir-être, ensuite, la dernière étape de cette compétence, c'est comment je vais faire justement pour tenir sur la durée ces habitudes, comment je vais les ancrer en moi, notamment ces habitudes, mais cette compétence de pouvoir ancrer de nouvelles habitudes au fur et à mesure. Et donc, on va parler d'automatisation, c'est-à-dire de passer dans ce qu'on appelle dans les 4 stades de l'apprentissage, la compétence inconsciente, pouvoir faire quelque chose quand j'en ai besoin, déclenché par un signal et que le comportement, le geste se déclenche automatiquement, sans que j'ai besoin de mobiliser beaucoup de ressources attentionnelles. Et l'intégration, c'est le fait de l'intégrer à mon quotidien, sans que j'ai besoin de poser des blocs dans mon agenda ou qu'encore une fois, je dois mobiliser mon attention pour le mettre en œuvre à un certain moment, je planifie, etc. Là, c'est vraiment de l'intégrer vraiment dans ma vie. Donc ça, c'est ce que j'appelle vraiment la compétence habitude, entre guillemets. J'espère que tout est clair euh, pour le, pour cette partie sur ces questionnements hein, et ce manque de compétences. Et c'est ce manque de compétences que j'aimerais combler. Alors, la première pierre que je vais mettre à cet édifice, c'est ce qu'on va faire ce soir. Puis le reste, c'est le programme Habitude Master qui va venir ensuite. Donc, la méthode que je vous propose pour monter en compétence, pour appliquer tout ce qu'on va voir ce soir, la première chose, ça va être d'observer. Ensuite, on va se préparer et on va terminer par actionner. Alors, ça n'existe pas, actionner, je suis d'accord, mais mettre en action. Euh, donc, l'observation, c'est déjà faire le constat de ce qui est, comment vous fonctionnez et de décrypter vos habitudes. Comment vos habitudes aujourd'hui fonctionnent. Et moi, je trouve ça magique, hein. Vous allez apprendre plein de choses sur votre façon de faire. Vous allez voir qu'il y a plein d'attitudes mécaniques qui jalonnent vos journées, hein. Et encore une fois, c'est pas un mal en soi. C'est vraiment de les conscientiser, de voir quels sont les déclencheurs, quels sont les comportements, etc. Et de voir si c'est plutôt positif, plutôt neutre ou plutôt négatif. Après, vous allez passer à la phase de préparation du changement. On ne passe pas à un changement d'habitude comme ça. Un changement d'habitude, ça se prépare. Vous allez planifier ce que vous voulez faire et surtout comment vous allez le faire. Et ça, grâce à ce qu'on va voir juste après sur l'anatomie des habitudes. Donc, on va planifier notre action, notre environnement, etc. On va préparer les choses et on va voir une étape d'anticipation des obstacles. Ça, c'est vraiment important, l'anticipation des obstacles, parce que en général, un plan ne se déroule jamais exactement comme on l'a prévu. Mais je pense que je ne vous apprends rien. Et ce qu'on va faire en amont, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait se présenter sur ma route entre l'état initial aujourd'hui et l'état final recherché, la mise en place d'une nouvelle habitude. Qu'est-ce qui pourrait me mettre des bâtons dans les roues et comment je pourrais l'élever, comment je pourrais anticiper mes actions correctives si ça venait à se présenter. Et quand ça s'est fait, tout simplement, on va mettre en œuvre notre plan. Donc on a l'application du plan et pour que ça tienne dans la durée, on a besoin
de s'assurer qu'on tient le bon azimut, qu'on tient la bonne direction. Et pour ça, il y a des outils que j'ai déjà présentés d'ailleurs dans d'autres formations, dont je vais parler tout à l'heure, sur les indicateurs, des choses qui sont simples, mais qui sont aussi importantes qu'elles sont simples. Ça vous paraît clair? Est-ce que tout est bon pour vous? Alors, Soraya, on aura accès à cet enregistrement. Oui, cet enregistrement, ça sera l'introduction de la formation. Donc oui, je mettrai le replay en accès sur YouTube. Normalement, je le mettrai, je pense, sans limite de temps. Jean-Philippe, moi, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Moi aussi, j'adore. Mais c'est rare. C'est c'est rare. Oui, tout est clair a priori. Parfait. Eh bien, écoutez, on avance. Donc, on vient de voir quelques éléments de contexte. Je vous propose maintenant qu'on plonge dans l'anatomie de l'habitude. Donc l'anatomie de l'habitude, c'est une sorte d'algorithme, on pourrait appeler ça un algorithme, hein, qu'on appelle aussi la boucle de l'habitude. Donc ça, c'est lié aux travaux de Duhigg. Dans la formation Habitude Master, je vais vous faire, comme dans certaines autres formations précédemment, une vidéo explicative de ma bibliographie commentée de mes sources d'inspiration. Il y a plein de choses que j'ai faites par moi-même quand j'étais plus jeune ou moins jeune, hein. Et puis à un moment donné, je me suis mis un peu à réfléchir sur le sujet, de me documenter. Et donc, je vous présenterai 5-6 livres qui m'ont marqué, qui sont intéressants. Il y a un des livres de référence, mais le bouquin il doit faire, ouais, c'est ça, j'ai dire 400 pages. Il fait quasiment 500 pages, 498 pages, qui s'appelle Le pouvoir des habitudes. Et vous allez voir, donc Duhigg, euh, qui était journaliste, a mis en place a révélé cette boucle d'habitude qui est vraiment très très intéressante. Cette boucle d'habitude, c'est quoi? Tout simplement, c'est trois étapes qui composent une habitude. La première, c'est le signal. Le signal, c'est le déclencheur. C'est quelque chose d'externe ou d'interne qui va amener la deuxième étape, qui va être le comportement. Ok. La routine, c'est l'action en réponse à ce signal. Donc ce signal, il peut être externe, ça peut être un environnement, ça peut être une situation, et ça peut être interne, une pensée, une émotion. Et ce signal va déclencher une action derrière. Ok. Et cette action, elle n'est pas faite par hasard, elle est faite pour procurer à votre cerveau un sentiment de plaisir, de récompense. Donc c'est un algorithme qui est très simple, hein. Signal, routine, récompense. Déclencheur, action, plaisir. Euh, donc ça, c'est vraiment l'habitude. Ok. Et cette boucle va se répéter une fois, deux fois, et encore, et encore, et encore. Et à force de répétition, on va arriver à la phase de renforcement qui va faire que cette habitude va faire intégralement partie de votre personnalité, presque de votre identité. On en parlera tout à l'heure de la relation entre habitude et identité. Et donc, vous avez l'impression que vous êtes une personne qui est comme ça, ou qui fait comme ça, une personne qui n'est pas sportive, une personne qui n'est pas organisée, ou à l'inverse, une personne qui est super organisée, etc. Ça va faire partie de votre identité, le fait d'avoir ce renforcement et d'avoir ces actions qui vont être complètement en mode automatique. Ça, c'est vraiment quelque chose de crucial. Là, je viens de vous résumer en une planche 500 pages de livre, hein, quasiment. C'est l'idée principale du bouquin. Euh, et donc de ça, ce qu'on va en retirer, hop, c'est plutôt que de subir la mécanique ici, plutôt que de le subir, on peut s'appuyer sur ce principe, on peut s'appuyer sur cette boucle. Une fois qu'on l'a comprise, on va pouvoir la conscientiser dans l'observation de nos comportements et en faire quelque chose. Et ce qui va vraiment compter, c'est de pouvoir observer, identifier quels sont nos déclencheurs, quels sont nos signaux. Euh, le rôle de l'environnement, on en parlera beaucoup aussi dans la formation. L'environnement qui peut être, enfin, il est toujours propice en fait à une bonne habitude ou à une mauvaise habitude. Et on verra comment on peut aussi utiliser l'environnement pour freiner
pour arrêter une mauvaise habitude. On va pouvoir vraiment conscientiser et travailler sur cette première étape. Ensuite, on va pouvoir définir la routine qu'on va associer au signal. À partir de ce signal-là, qu'est-ce que je veux faire comme, qu'est-ce que je veux adopter comme action? Qu'est-ce que je veux adopter comme comportement? Et puis, ça va être bien de pouvoir identifier, ben, cette action, si je la fais de façon répétée, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Qu'est-ce que mon cerveau va en retirer de positif? Donc là, on va être sur la phase d'observation et sur la phase de préparation, hein, avec cette mécanique ici. Hop. Donc retenez bien ça, signal, routine, récompense. C'est clair? Alors, rien de compliqué, je pense, mais pour moi, c'était une vraie révélation, cette boucle. Ça m'a permis de mettre en lumière des comportements récurrents et d'avoir les clés de compréhension du pourquoi j'agissais comme ça dans telle et telle situation. Donc voilà, pour la partie anatomie, algorithme de l'habitude. Maintenant, effectivement, on va voir qu'une nouvelle habitude peut mener réellement à une nouvelle identité. Si vous pensez ne pas être capable de faire certaines choses, euh, j'en suis la preuve vivante, vous allez vous rendre compte qu'avec, ça c'est un maître mot peut-être, qu'avec de la patience et de la discipline, plus que de la volonté, hein, avec de la patience et une application méthodique de ce que vous voulez, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire des choses qui vous paraissent complètement inaccessibles aujourd'hui. Euh, alors après viendra la vraie question, ce ne sera pas l'objet de ce programme, de vos vraies motivations, de vos vrais objectifs, de vos vrais buts de vie. Ce sera très certainement enfin, c'est un programme auquel je pense, hein, sur la notion d'ikigai et de valeur personnelle. C'est quelque chose éventuellement à faire en amont ou en aval d'ailleurs, hein. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on part du plus général et on va petit à petit, soit on part des choses concrètes, on met en place les outils petit à petit dans sa vie et on monte comme ça jusqu'aux valeurs. Et quand on arrive aux valeurs, à son ikigai, à ce pourquoi on a envie de se définir vraiment pourquoi on se lève le matin, et bien une fois qu'on découvre vraiment ça, on a tous les outils à disposition qui sont déjà en mode compétence inconsciente dans notre quotidien. Et sincèrement, moi, je favorise plutôt cette deuxième approche parce que la première approche, souvent, ça mène à ne jamais passer à l'action parce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais la bonne réponse. On attend que on ait trouvé la bonne réponse ou que le contexte soit parfait pour commencer à bouger. Alors que là, je vous propose l'inverse. C'est de commencer à mettre en place de bonnes habitudes pour notamment créer une nouvelle identité. Alors, j'adore cette phrase. Je sais plus où je l'ai prise. Et c'est pas sûr que ça soit exactement la même, mais elle m'avait marqué. Chaque action répétée est un vote pour la personne que tu deviens. Chaque action répétée est un vote pour la personne que tu deviens. Et je peux vous parler d'expérience, c'est exactement ça. Exactement ça. J'ai découvert ça de façon inconsciente quand j'étais beaucoup plus jeune, dans le domaine du sport. Euh, Quand j'étais enfant, un peu avant l'adolescence, j'étais donc pas très grand, un peu plus petit que la moyenne, légèrement en surpoids. Très mauvais en sport à l'école, j'étais toujours le dernier. J'étais, vous savez, quand on faisait des équipes, quand on choisissait, j'étais toujours le dernier à être choisi. Ça va peut-être parler à certains. Donc vraiment, vraiment mauvais en sport. Et un jour, j'ai une prise de conscience. Je vais vous raconter une anecdote personnelle, un peu marrant, sur cette notion d'identité qui est fondamentale, je pense. Et un jour, je regarde un film avec mes parents. Je suis jeune, hein, je dois avoir 10 11 ans, à peu près. 10 11 ans. Et je regarde un film de Bruce Lee, Opération Dragon. Je sais pas si ça va parler à certains. Sur l'île, avec l'espèce de mafieux qui organise un tournoi et il se retrouve dans le sous-sol à un moment donné. Bruce Lee il fait du nunchaku. Vous avez tous vu Bruce Lee faire du nunchaku. Enfin, j'imagine peut-être. Et là, je suis scotché, je trouve ça super. Et j'ai une voix dans ma tête qui me dit, dans ma tête d'enfant de 10 11 ans, écoute Cyril, il a deux bras, deux jambes, t'as deux bras, deux jambes, il n'y a pas de raison. Tu dois pouvoir, tu dois pouvoir y arriver, hein. Et alors j'étais vraiment nul en sport. Et c'est marrant parce que j'ai acheté un bouquin, j'ai acheté un nunchaku. Ça n'a pas été facile de convaincre mes parents,
À force d'usure, je les ai eus. Et pour la faire courte, donc j'ai commencé, j'avais tout seul, hein, à l'âge de 12 ans, j'ai eu un événement marquant dans ce domaine-là où je suis tombé sur une formation en vidéo, c'est des cassettes VHS, hein, ça rappellera des souvenirs peut-être à certains, qui m'avaient coûté une fortune à l'époque. J'avais étudié tout un été et à 17 ans, j'étais champion de France de nunchaku, voilà, en Kwen-Kido. Et les arts martiaux ont été un vrai révélateur. Et je me suis dit, en fait, bah si, c'est pas que je suis mauvais en sport, c'est que j'avais jamais eu d'étincelle pour ça. Et j'ai exactement appliqué ce qu'on va voir ce soir, mais de façon complètement inconsciente. Et à côté de ça, et dans les arts martiaux, j'ai eu un certain succès, un succès tout relatif, en tout cas avec un certain nombre de médailles, de récompenses. Et à côté de ça, je comprenais pas. Pourquoi, à côté de ça, dans ma vie, il y avait plein de domaines qui étaient complètement en friche et qui marchaient pas aussi bien. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et je pense que ce que je vais vous montrer ce soir, ça fait partie des ingrédients qui m'ont permis à cette époque de mettre en place certaines habitudes. Enfin, je vous en raconterai peut-être certaines après. Vous allez voir, j'étais peut-être un peu autiste sans le savoir à l'époque. Ok, je reviens sur la présentation. Donc tout ça pour vous dire vraiment que les actions, les petites actions que vous menez chaque jour peuvent transformer l'identité que vous percevez de vous-même, en fait. Votre identité, c'est l'image de soi, c'est l'image que vous percevez de vous-même, hein, c'est dans ce sens-là. Le nom sur votre carte d'identité ne va pas changer, on est bien d'accord. Vous voyez bien ma présentation, c'est bon? Ok. Donc, quelques exemples sur cette notion d'identité. Si vous avez du mal à lire, si vous êtes comme moi, pendant longtemps, j'ai eu un petit traumatisme de lecture quand j'étais plus jeune, et je pensais que j'étais incapable de finir un livre. Et pendant très longtemps, jusqu'à 15-16 ans, je lisais jamais de bouquins. Et quand j'en lisais un, je lisais 2 bouquins par an, c'était les bouquins qui étaient en cours de français, voilà, obligatoire. Et le reste du temps, je ne lisais jamais. Et ça durait longtemps, hein. Et je pensais que voilà, c'était fatigant, j'arrivais pas à comprendre, etc. Et maintenant, je lis ce que je veux quand je veux, et c'est pas mon activité favorite, mais voilà, j'ai les ressources et je fais un peu ce que je veux avec les bouquins. Et c'est une vraie satisfaction. Et vous pouvez mettre en place certaines routines sur la lecture, hein. Par exemple, lire, j'en ai déjà parlé, hein, ce qu'on appelle la Golden Hour. Golden Hour sur l'heure de lecture dans la journée qu'on va décomposer en 3 fois. 20 minutes le matin, 20 minutes le midi, 20 minutes le soir. Si vous faites ça, vous faites une heure de lecture par jour. Ok. Un vernis de prise de notes, à mon avis, c'est important. Si vous voulez retirer des choses de vos prises de vos lectures. Et en faisant ça, une heure de lecture par jour, vous allez lire 1 à 2 bouquins par mois sans problème, sans vous forcer. Ok. Et vous allez passer de quelqu'un qui n'aime pas lire, qui ne sait pas lire, qui ne veut pas lire, à quelqu'un qui va lire et prendre du plaisir même à lire sur les livres. Alors, c'est possible de lire des livres qui vous plaisent, hein. Euh, voilà, on va joindre l'utile et l'agréable. Deuxième exemple. Deuxième exemple sur l'alimentation. Ok, vous pouvez peut-être vous jeter sur votre assiette et vous pouvez éventuellement choisir mettre en place l'algorithme, la boucle d'habitude pour manger plus doucement, plus posément. Vous allez voir, ça a plein de vertus sur la digestion, sur la quantité d'aliments que vous ingérez. Il y a, j'ai plus son nom en tête, il y a une hormone, l'hormone de la satiété, en fait, qui va se déclencher un certain nombre de minutes après le début du repas. Ok. Et donc, si vous mangez très très vite, très très fort, cette hormone, elle n'a pas le temps de vous envoyer le signal que bah, vous avez assez mangé et vous risquez de manger trop. Un repas, ça va. 3 repas par jour, 365 jours par an, X années, jusqu'à ce que vous en preniez conscience, commence à faire beaucoup. Et donc, vous allez passer de quelqu'un qui mange sans conscience comme ça, à quelqu'un qui prend vraiment de soi et qui mange en conscience. Ok. Par exemple, hein, sur l'organisation, hein, peut-être que bah, aujourd'hui, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous organiser, vous avez plein de projets, ça part dans tous les sens, il n'y a rien qui aboutit. Et en fait, avec un peu de méthodologie, vous allez vous rendre compte que en priorisant vos tâches, en utilisant les bons indicateurs, en mettant en place des routines efficaces d'organisation, on en a vu certaines dans le programme Organisation Master déjà, hein, si vous l'avez suivi. Et ben, dans l'organisation master, on a mis en place, je vous ai proposé en place de mettre des boucles d'habitude. Je ne vous ai pas expliqué comme ça à l'époque. On est resté vraiment sur l'aspect plutôt pratico-pratique.
Mais c'est exactement ce genre de boucle d'habitude qui vont vous faire passer de quelqu'un qui pense ne pas être organisé, et vous allez voir qu'en fait, si, vous avez le cerveau câblé pour, à partir du moment où vous planifiez ce que vous voulez. Vous préparez les moments où vous faites des rappels de planification des trois tâches prioritaires, etc. Pareil pour la semaine ou le mois, hein, on en a déjà parlé. Donc voilà quelques exemples de comment des petites habitudes, ça je le répète encore, hein, ce sont des petites habitudes quotidiennes, répétées, qui vont faire que ça va transformer quelque chose dans votre vision de vous-même. Personnellement, alors, c'est pas que j'y crois pas, je pense que ça arrive. Enfin, il y a des gens qui témoignent de ça, hein, les sauts quantiques, hein, de comportementaux du jour au lendemain, la personne qui change du tout au tout. Peut-être que c'est possible. J'en ai rarement vu. J'ai rarement vu j'ai rarement eu de témoignages dans ce domaine-là. Mais par contre, je crois très fort, et je l'ai expérimenté, et je suis pas le seul, hein, c'est très documenté, de l'impact des petites habitudes quotidiennes. Hop, ok. Donc on était sur nouvelle habitude, nouvelle identité. Alors je regarde si vous avez des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ou juste après, peut-être, sur la partie à retenir. L'hormone de la société, Corinne, c'est la leptine. Oui, c'est ça, la leptine. Merci. Donc mangez doucement pour laisser à votre cerveau le temps de sécréter la leptine. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelques éléments qu'on peut retenir de ce que j'ai déjà dit, hein. On va faire un point d'étape, hein, passer les grandes idées et les ancrer dans votre cerveau, dans votre mémoire. Je ne suis pas mes habitudes, mais mes habitudes me façonnent. Ça, je pense que c'est important. Quand je parle d'identité, en fait, vous n'êtes pas vos habitudes, hein, mais ce sont la répétition de ce que je disais il y a un instant, c'est la répétition de vos petites actions quotidiennes qui vont avoir un impact énorme et qui vont modifier la façon dont vous voyez. C'est ça que ça veut dire façonne. Les habitudes me façonnent. Ça, c'est capital. Euh, le fait d'avoir les éléments de compréhension, hein, de comprendre comment ça marche. Alors, c'est égal. J'aurais pu mettre presque égal. Vous savez, le signe avec en mathématiques où on a en bas une barre droite et en haut une vague. Pourquoi c'est pas, c'est peut-être abusé, c'est un abus de langage de dire égal changement possible, quoique j'ai mis possible. Compréhension n'est pas égal à changement en tout cas. C'est égal à changement effectivement possible. C'est pas fait, mais ça ouvre une ouverture du possible. Et la compréhension, c'est cette fameuse boucle d'habitude, hein. Signal, routine plaisir. Une fois que vous comprenez cette boucle, on va pouvoir travailler à partir de cette boucle pour commencer. Puis il y a d'autres choses, hein, qu'on va voir après qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ça qui va vous permettre de modifier petit à petit certaines actions néfastes, certaines mauvaises habitudes dans votre vie et de mettre en mouvement certaines bonnes habitudes. Donc il y a d'abord un travail de modification qui va se faire. Et là, vous voyez, forcer, je l'ai barré parce que ça va se faire sans forcer. On n'est pas dans le domaine de la volonté, on n'est pas dans le domaine de l'effort, on est dans le domaine de l'engagement et de la décision. Juste de prendre la décision. Et après, une fois que la décision est prise, bah, vous allez avoir besoin de déclencheurs, de signaux à certains moments de la journée. Et si vous avez un système de résistance interne fort à tout changement, qui vous fait oublier ces déclencheurs, bah, vous mettrez des alarmes sur votre téléphone. Enfin voilà, il y a des moyens. Et je vous parle aussi en connaissance de cause. Il y a des moyens de hacker aussi vos résistances. Ok. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est clair? Et est-ce que j'avance sur la suite? On va activer vos micros. En attendant, je vais prendre 30 secondes pour boire un peu. Je vois que je ne suis pas tout seul à boire. Ok. Eh bien, écoutez, pas de questions. Alors, Faisal, oui, question. Alors, Faisal, si tu as une question, tu peux activer ton micro ou l'écrire rapidement avant que je reprenne. Alors, Thierry, bonjour à tous. bonjour. Content d'être
d'avoir établi le premier signal avec toi. Alors, Je ça te sera pas tous permets. les jours la conférence, hein, à 19h. Non, je sais, je sais. Mais bon, voilà. Ma question, en fait, moi d'expérience, j'ai 25 ans d'expérience en entreprise et mon obsession, c'est vraiment la chasse au gaspillage, essayer de faire quelque chose de dynamique. Et quand on dit faire une habitude, identifier une habitude pour avoir une identité, comment gérer le changement de ces habitudes? Parce que ce qui est valable aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain n'est plus valable. Comment gérer cette dynamique de renouvellement de ces habitudes où ce que je comprends, c'est garder les mêmes habitudes? Alors, c'est une question qui est super intéressante. Tu vas d'abord partir de là où tu en es et tu vas observer, en général, il y a deux grandes choses qu'on veut faire. C'est adopter des nouveaux comportements et supprimer des comportements actuels qui nous semblent pas favorables. Ok. Et donc, tu vas déjà commencer par ça. Et rien ne t'empêche, au bout d'un certain temps, et c'est ce que je vais vous inviter à faire, d'avoir j'appelle ça ancré pour durer dans le programme, avoir en formation on appelle ça une approche réflexive, dans le sens, la réflexion d'un miroir, de se regarder en face, ok? Oui, Et d'avoir une approche réflexive sur ses habitudes. Et progressivement, tu vas pouvoir engendrer un certain nombre de boucles d'habitudes qui te semblent vertueuses. Après, il y a des habitudes que tu vas abandonner avec le temps parce que tu n'en as plus besoin. Tu vois. voilà, c'est ça. Si je reprends les arts martiaux, j'ai été extrêmement passionné par les arts martiaux pendant très longtemps et j'ai eu des périodes où j'avais mis en place des habitudes. Par exemple, quand j'avais quel âge à cette époque? J'étais en terminale, donc j'avais 17-18 ans. J'avais décidé de m'entraîner par plateau. Je m'entraînais par période extrêmement dense. J'ai fait ça pendant 3 mois, par exemple, des périodes les plus fortes. Je me levais aux alentours de 5h30, 6h le matin. Je faisais 1 heure de sport avant d'aller à l'école. Le midi, je rentrais vite à la maison. Je faisais 1 heure de sport avant de manger. Et le soir, je rentrais. La première chose que je faisais, c'était 1 heure de sport. 3 heures de sport minimum par jour. Et à ça, 3 fois par semaine, j'avais 2 heures d'entraînement. Et le vendredi en plus, j'avais 2 heures de sport. Par exemple, le vendredi, je faisais 3, 4, 5, 6, 7 heures de sport dans la journée. Et c'était vraiment pilote automatique, je ne réfléchissais pas. Mais j'ai pas fait ça toute ma vie et je pense que le corps n'aurait pas supporté. C'est ça, J'ai c'est ça. Ouais. j'ai fait un saut de progression à ce moment-là, vraiment un saut de progression. Et en fait, la progression, moi, je ne crois pas trop à la progression linéaire, en fait. Je pense plutôt avec ce système d'habitude, hein, on va pouvoir avoir des progressions en plateau dans un domaine. Et Ouais. donc, on va faire un saut, comme ça, un saut qualitatif. Et puis, ben, on va perdre un petit peu en compétences par rapport à l'époque où on était super entraîné et affûté sur le domaine dans lequel on avait mis en place des habitudes un peu intenses. Je vous dis pas qu'il faut faire ça dans tous les domaines de votre vie, hein, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel que je vous parle, hein. Mais après, on atteint un plateau qui est bien supérieur que notre état initial. Mais j'en ai pas besoin toute la vie. Après, j'ai fait d'autres choses. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu cette philosophie. Je travaille donc sur la lecture. Ça, c'est vraiment le socle, hein. La lecture efficace, les techniques stratégie de mémorisation et les outils de pensée visuelle. Et je travaille pas les trois en parallèle tout le temps, en fait. Plus des Mhm. sujets qui m'intéressent, comme la psychologie comportementale avec les habitudes, et puis d'autres sujets de développement personnel qui m'intéressent. Je vais prendre un ou deux sujets en ce moment, par exemple, je travaille beaucoup la calligraphie et le lettrage. Vous avez peut-être vu des choses passer sur le groupe Telegram. Pour ceux qui ont l'habitude, d'ailleurs, de mes conférences, vous avez peut-être vu que euh, mon alphabet avait changé sur les planches. Voilà. J'ai appris un nouveau style de lettrage pour la facilitation graphique et je l'ai mis en œuvre sur cette planche, tu vois. Et donc, j'ai créé des habitudes et pas tous les jours, mais tous les 2 jours, je me garde un moment pour pratiquer, soit la calligraphie, soit le lettrage, tu vois. Et je vais pas faire Mhm. ça tout le temps. Je vais faire ça pour acquérir un certain nombre de compétences. Après, je vais prendre un autre sujet. Et Mhm. j'ai une espèce de grand cercle comme ça qui est récurrent. À la rentrée, je vais retourner sur la mémoire parce que je vais refaire le programme Memory Master, Memory Camp qui va devenir Memory Master. Donc, je vais me remettre dedans, etc. C'est clair Mhm. comme Mhm. réponse? Ok, oui, c'est parfait. Je suis très preneur des approches durables, quoi.
Oui, oui, tout C'est à la- c'est fait. plus C'est l'approche, exactement ça. c'est Alors, plus l'approche que la méthode en elle-même. hmm. C'est quelque chose de durable, quoi. Pour que ça soit durable, le maître mot, il faut que ça soit écologique. Alors, pas dans le sens vert, hein, dans le sens Oui. écologique, écologique pour soi, pour son environnement personnel. Voilà. Ok, Si merci. c'est pas écologique, de toute façon, ton système, il va faire craquer Hmm, l'habitude ou le nouveau comportement, ça n'ira pas. hmm. Ok, alors, parfait Cyril, merci, c'est très clair, mais on continue si c'est très clair. Hop, je repars sur la présentation. Donc, on était sur les points à retenir et on va voir pourquoi ça n'est pas une histoire de volonté. Bon, ça, c'est pareil. Moi, je pensais que fallait y aller, fallait être dur, hein, fort. Et en fait, à chaque fois que je faisais des trucs qui marchaient, c'était par plaisir que je passais à l'action et que les boucles se mettaient automatiquement en place. Et j'ai rarement fait des choses avec en ayant vraiment besoin de grosses motivations. On va voir que la motivation vient plus par l'action qu'avant l'action. Ça, c'est aussi quelque chose qui est mal compris. Pourquoi la motivation est instable? Ça, c'est pareil, c'est important à comprendre, je pense. Donc, la motivation. Vous voyez mon petit picto de motivation. Euh, donc ça, hein, on parle là de motivation externe, extrinsèque. On parle de motivation extrinsèque, intrinsèque. Donc la motivation que j'ai à l'intérieur de moi qui nourrit un besoin interne ou extrinsèque qui nourrit un besoin externe. Euh, Pourquoi c'est instable? Parce que la motivation, elle est cyclique en fait. On n'a pas un niveau de motivation à fond tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long du mois. Je vous apprends rien, je pense. Vous vivez la même, vous faites le même constat que moi. Et donc ça varie suivant notre niveau d'énergie, suivant notre humeur, suivant la météo, hein, voilà, là ça va mieux, mais je sais pas chez vous, mais on a passé presque 2 ans de pluie et de grisaille. Voilà. J'ai déménagé, pour tout vous dire, en Vendée, hein, Sud-Loire, pour avoir plus de soleil. C'est un des départements très ensoleillés. Et on a eu 1 an et demi, 2 ans de grisaille quasiment. Les Vendéens n'avaient jamais vu ça. Et donc oui, ça peut jouer sur le moral, tout à fait. Le stress également, hein, le niveau de stress va pomper dans votre énergie, et puis la motivation va pas être forcément là au rendez-vous tout le temps. Donc la motivation est cyclique. Si vous voulez des effets durables par des actions durables, vous ne pouvez pas vous appuyer sur quelque chose qui monte et qui descend. Quelque chose qui est cyclique, hein. Ça veut dire que si votre point d'appui c'est ça, vous allez trébucher quand le cycle sera, la motivation sera basse et votre système, enfin votre habitude va s'écrouler, vous ne maintiendrez pas dans le temps. Euh, la motivation, elle est aussi émotionnelle, hein. Quand on est motivé, on se sent bien, ok? Euh, on n'agit pas forcément quand le contexte est parfait, mais on est bien, on a de l'énergie, on y va et on est à fond motivé, etc. Donc on a une énergie importante qui va nous porter pour une émotion importante qui nous donne de l'énergie, pardon, qui va nous permettre de nous mettre en mouvement. Ok. Mais quand les émotions vont moins bien, c'est pareil, c'est moins évident de trouver la motivation. C'est ce que je disais en préambule à cette planche. Euh, Contrairement à ce qu'on croit, la plupart du temps, c'est pas parce qu'on est motivé qu'on passe à l'action. Souvent, c'est parce qu'on passe à l'action que l'action va nourrir notre motivation, qui va nous amener à repasser à l'action, qui va nous nourrir notre motivation, etc., etc., etc. Donc en fait, la motivation, ça va quasiment être une conséquence de la mise en place d'habitudes, un épiphénomène positif, mais on va pas s'appuyer là-dessus, vraiment. Euh, Je vous donne un exemple, la course à pied. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous courez, vous avez couru à une époque de votre vie. Moi, je l'ai fait beaucoup à un certain moment pour travailler le cardio et l'endurance. Et je souris parce que j'ai des souvenirs qui me reviennent. Et rien ne pouvait, aucun élément extérieur ne pouvait me faire louper une séance. Il pleuvait, il gelait, il faisait trop chaud. Et quand j'avais pas envie, je connaissais pas hein, la boucle de l'habitude à l'époque, hein. Mais j'avais un contrat avec moi-même. J'y avais rien à voir avec la motivation, hein. Et on verra combien ce que je vais vous dire est important
décrivais dans le programme Habitude Master. La seule action que j'avais à faire pour aller courir, c'était de mettre mon survêt ou mon short, mon t-shirt et mes chaussures et de passer la porte. Et puis là, j'ai envie, j'ai pas envie. Et puis je faisais les premiers pas, hein. En sortant de chez moi, mes parents habitaient une maison qui faisait l'angle, donc il y avait un stop qui était juste à côté. Je courais jusqu'au stop et je prenais la décision de si je rentrais ou si je continuais. Ben, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, vous êtes dehors, ben, vous dites, allez, maintenant que je suis là, je vais courir ne serait-ce que 20 minutes, une demi-heure, ça sera fait. Voilà. Et ça permet de maintenir cette action tous les jours. Si je m'étais basé sur la motivation, oh, aujourd'hui il fait trop froid, aujourd'hui il fait trop chaud, aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui j'ai mal aux pieds, aujourd'hui, bah, vous voyez bien, hein, la liste peut être longue et quand on n'a pas envie, notre cerveau est très 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 créatif pour nous trouver des excuses plus ou moins justifiées. Voilà. Et donc là, on s'appuie pas là-dessus. On va s'appuyer sur d'autres leviers. Donc on s'appuie pas sur la motivation. Donc la solution, hein, ça va être une redite de ce que j'ai dit précédemment. La solution, c'est tout simple, c'est de créer une habitude. D'abord, on observe. Ensuite, on va se préparer, vous vous souvenez, hein, de ça. Et ensuite, on va actionner, on va passer à l'action. On observe ce qui est. Ce qui est, on va changer ce qu'il y a à changer. Donc on va préparer son plan d'action, hein. Et ensuite, on va le mettre en œuvre. Et on va vérifier qu'on est toujours dans la bonne direction. Et on va faire ça une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois. On va répéter ça. L'action, en tout cas, on va la répéter pour automatiser cette action. Et donc, pour arriver en haut de la montagne, à notre objectif, on ne va pas faire appel à notre volonté. Et plutôt que de regarder très très haut, très très loin là où je veux arriver, ben, vous allez baisser le regard et vous allez regarder le prochain pas à faire. Je ne sais pas si vous avez fait des courses ou des marches, peut-être. Bon, je pense qu'on a tous fait ça, une marche un peu difficile en vacances ou voilà. Et que c'est un peu long. Peut-être qu'il y en a qui ont fait leur service militaire parmi vous, je ne sais pas. Ceux qui avaient un certain âge. Et donc, au bout d'un moment, et ben on en a marre de marcher. Ça peut être agréable, des fois on est fatigué ou on n'a plus trop envie. Et là, plutôt que de penser au bout du chemin, qui va vous paraître quelque chose d'énorme, il faut énormément de volonté, de motivation pour y arriver, et ben vous êtes dans la rue, vous marchez, vous regardez le prochain lampadaire, et puis celui d'après, et puis celui d'après. La méthode des petits pas. Et vous allez voir que ça marche bien comme ça. Des petites actions répétées, c'est le maître mot. Donc voilà, tout ça pour vous parler de la volonté, hein, que associée à l'effort, à la motivation, etc. Euh, on va pas du tout sur un programme de renforcement de la volonté par l'effort. C'est pas du tout là-dessus que je vais vous emmener. Pourquoi les résolutions échouent? Ça parle à certains, certains. Cette situation, ça vous parle? J'aurais pu faire un repas un peu festif, voilà, les cotillons, etc. 1er janvier, euh, sortie du réveillon. On se dit, c'est une nouvelle année. C'est maintenant que je vais prendre mes bonnes résolutions pour passer la meilleure année possible en 2025. Vous l'avez peut-être fait, hein, fin 2024 ou début 2025. Au passage, c'est le pire moment pour prendre des bonnes résolutions. Mais j'en passe. Et donc, au 1er janvier, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, par exemple, je décide de m'en mettre au sport. Je viens de passer Noël, je viens de passer le réveillon, j'ai pris 3 kilos. Ça ne va pas. Donc, je décide de me remettre au sport. Et je me remets au sport. Et au bout de 3 jours, j'arrête, hein. Ou alors, je vais m'inscrire dans une salle de sport la première semaine de janvier. Et il y a des statistiques comme ça, hein. J'étais tombé dessus il y a longtemps sur les inscriptions en salle de sport. En septembre ou en janvier, il y a des pics. Les gens viennent 2 semaines, 3 semaines, et après, ils arrêtent. Et si vous regardez les abonnements en salle de sport, c'est intéressant parce que vous avez un prix qui est assez cher au mois, mais vraiment pas cher à l'année, comparé au prix au mois. Donc on va prendre le prix à l'année, mais en fait, ça coûte en général plus cher que juste 3 mois, les 3 semaines qu'on va passer, pardon. Si c'était 3 mois, ça serait bien. Donc il y a tout un business, il y a vraiment tout un business sur les habitudes dans les salles de sport, par exemple, et la connaissance de ce phénomène-là. Donc voilà, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez sans doute connu cette situation. L'autre chose, allez, à partir de demain, j'arrête le sucre. On sait que c'est néfaste, on sait que c'est une vraie drogue pour le cerveau. Donc là, c'est le sucre dans le café ou dans le thé. Alors, je vous ai fait un gros sucre, hein, on est d'accord, mais c'est pour l'image.
J'arrête les aliments sucrés, etc. Et clairement, pour le sucre, vous ne pourrez pas y arriver par la volonté. C'est impossible. Là, il faut être méthodique et accepter la rechute qui fait partie du chemin, je pense. Euh, donc ici, sur le sucre, en fait, on va vraiment opposer la volonté, en plus, avec l'environnement. C'est-à-dire que chez vous, il y a sans doute plein de choses sucrées. Si vous faites vos courses en grande surface, je vous mets au défi, je vous mets au défi de trouver, d'être capable de faire des courses avec des aliments préparés, hein, en frais, en surgelé, des choses comme ça, où il n'y a pas de sucre. Vous allez voir, regardez les ingrédients, c'est impressionnant. Il n'y en a quasiment plus, hein. Donc du sucre, c'est du glucose, du fructose, du sirop glucose-fructose, c'est impressionnant. Donc si vous décidez d'arrêter le sucre, il y a plein de choses qui font, pardon, que ça va vous créer des barrières au fait d'arrêter le sucre. Et si vous en mangez, ça crée une habitude, etc. Et le sucre, ça a été montré sur des rats, hein, c'est des drogues plus dures que certaines drogues dures, hein, où les rats préfèrent aller boire l'eau sucrée que prendre leur dose de shoot. Je sais plus, c'est la cocaïne qui avait été, ou l'héroïne qui avait été testée comme ça. Bon, je dis pas qu'on a le même cerveau que les rats, mais si ça marche chez les rats, il y a des chances que l'addiction marche aussi chez les hommes, hein, sur le cerveau humain. Donc voilà, les bonnes résolutions, ça ne fonctionne pas. C'est Ça fait 1 heure. Les bonnes résolutions, ça ne fonctionne pas. Euh, Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce qu'une résolution, la plupart du temps, elle est basée sur un objectif. Ok. D'ailleurs, vous enlèverez le S objectif, désolé pour la faute. Vous enlèverez ce S, oui. Donc, elle est basée sur un objectif. Donc, un objectif, c'est un résultat final attendu. Par exemple, je veux arrêter le sucre. Par exemple, je veux remettre au sport. Par exemple, je veux perdre 5 kilos. Ok. Je prends une bonne résolution, j'ai cet objectif. Et là, on va parler des outils que j'ai découverts il y a quelques années, mais c'est d'une simplicité, d'une force. Je ne comprends pas que j'ai pas pensé moi-même. J'avais découvert ça dans les 4 disciplines de l'exécution. La notion d'indicateur de résultat et d'indicateur prédictif. L'indicateur de résultat, c'est ce qu'on fait spontanément. C'est ce qui va nous permettre de valider l'atteinte d'un résultat. Je perds 5 kilos, ben, je me monte sur ma balance toutes les semaines et quand j'ai atteint 5 kilos, je coche la case. J'ai perdu 5 kilos. Sauf que ces 5 kilos, je peux les perdre en 2, 3 semaines, comme je peux les perdre en 2, 3 mois ou en 6 mois. Et pour rester motivé, parce que là, vous allez avoir besoin de motivation quand vous avez des objectifs uniquement, vous allez devoir tenir vos efforts dans le temps et en général, ça ne marche pas. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle la notion d'indicateur prédictif. Alors, rien à voir avec la boule de cristal. Euh, L'indicateur prédictif, il ne va pas suivre l'atteinte du résultat, il va tout simplement suivre vos petits pas sur la route vers le résultat que vous voulez. Et les indicateurs prédictifs, on peut complètement les relier aux habitudes et à la mise en place des habitudes. Et ça, on le verra aussi dans Habitude Master, comment les mettre en place. Je le disais, ça demande un effort constant en fait, hein, et donc de la motivation. Puisque je pense à mon résultat, je veux y aller, donc je me motive jusqu'à au jour où j'ai plus de motivation, et puis excusez-moi du terme, merde. De toute façon, je le savais déjà, je suis comme ça. Je tiens jamais mes résolutions. Tac, et vous venez d'apporter un vote de plus à cette image de vous-même. J'appelais ça les forces invisibles aussi. Quand on prend une bonne résolution, on n'observe pas un certain nombre de forces qui risquent de vous tirer en arrière. L'environnement, j'en ai parlé pour le sucre, mais pour tout, hein, l'environnement ne va pas forcément être favorable à la mise en place de vos bonnes résolutions. Les déclencheurs. Peut-être que vous avez pas mis de déclencheur en place pour créer une habitude pour cette bonne résolution, c'est souvent le cas. Et en plus, vous avez sans doute des déclencheurs qui vont vous amener à faire l'inverse de vos bonnes résolutions. Parce que si aujourd'hui vous prenez une bonne résolution, c'est parce qu'hier vous avez un comportement qui ne vous correspond plus, que vous avez envie de changer. Et si ce comportement est récurrent, c'est qu'il y a un signal, il y a un déclencheur en amont. Et donc si vous ne l'avez pas identifié, comment vous allez faire quand il va revenir de façon récurrente, avec un comportement qui est quasiment automatique derrière. Puis ensuite les récompenses. Euh,
tout comportement vient d'un besoin. Et donc votre comportement passé, qui vous horripile, on est d'accord, hein, vous n'en voulez plus. Et pourtant, ça nourrit quelque chose chez vous qui a besoin d'être comblé. Et donc si vous n'identifiez pas ces récompenses, et ben, ça va créer un vide et ça va créer une frustration et votre système va vous ramener très certainement à l'état d'équilibre dans lequel vous étiez avant. Donc tout ça, ça, alors c'est sans doute pas exhaustif, hein, mais c'est certains paramètres qui expliquent pourquoi les résolutions, les intentions ne fonctionnent pas. Les intentions, les résolutions peuvent fonctionner si elles sont adossées à un système de mise en place d'habitude. Je parle beaucoup de conscience et de rendre les choses conscientes, hein, notamment avec toute la pensée visuelle. Et la science des habitudes, c'est exactement ça, hein. C'est rendre conscient comment on fonctionne et comment on veut fonctionner. À partir du moment où on est conscient, on a les leviers en face de nous. Plutôt que les leviers soient activés par des programmes internes, on va pouvoir commencer à les activer nous-mêmes et à les confier à notre système interne une fois que ça sera ancré et renforcé. Donc les résolutions, pourquoi les résolutions échouent? On va voir une autre chose super importante aussi, de même nature que l'anatomie, que l'algorithme, hein, qu'on a vu de Duhigg, c'est l'introduction aux quatre lois du changement. Ça, c'est encore James Clear qui a fait ça dans Atomic Habit. Un rien peut tout changer en français. Une vraie révélation aussi, ces quatre lois du changement. Pour qu'une habitude euh, se mette en place, vous pouvez activer certains paramètres. Ok. Et ça, on va énormément s'appuyer là-dessus. L'habitude, vous allez la rendre évidente. C'est évident. C'est facile à voir, facile à faire. C'est évident, hein. Euh, je vais me mettre à courir. Mon habitude, c'est pas de me dire que je vais courir 10 km tous les jours ou tous les 2 jours. Ok. Mon habitude, c'est de mettre mes chaussures, ma tenue et de passer la porte et de faire 50 mètres en courant. C'est ça l'habitude. C'est facile. C'est évident. Il y a pas à réfléchir. Ok. Euh, donc rendre vraiment l'habitude évidente. Ensuite, on va la rendre attractive. Attractive, c'est que c'est agréable à faire. Et si c'est agréable, ben, vous allez pouvoir tirer parti de la motivation, la positive. Vous allez venir nourrir la motivation qui va venir nourrir l'action. Donc, on va avoir une autre boucle vertueuse. On ne s'appuie pas du tout sur la motivation, mais on va remplir la motivation qui va nous rendre un peu d'énergie en réponse. Donc, c'est une boucle tout à fait vertueuse. Donc, on va rendre cette habitude vraiment attractive. Par exemple, alors attention, parce que ça c'est un... J'avais vu Il y a des vidéos humoristiques sur le sujet. Je reprends la course à pied par exemple. Je vais m'acheter une nouvelle paire de chaussures par exemple pour me mettre à courir. Vous trouverez des vidéos humoristiques comme ça sur les runners qui changent tous les mois de chaussures pour se remettre à courir. Ça ne suffit pas, hein, on est bien d'accord. Ça fait partie, c'est une composante de l'habitude. Mais il faut faire entrer ça dans la boucle de Duhigg. Donc on va rendre notre habitude attractive, plaisante. On va la rendre facile, hein. Facile, simple. Si c'est simple, c'est plus durable. C'est évident, hein. Euh, on a vu ça aussi dans l'habitude master. Plus un système est compliqué, plus il est difficile à maintenir dans le temps. Plus le système est simple, plus il est durable et résilient. Et si jamais vous écartez de votre voie, parce qu'on va voir, hein, dans la mise en place des habitudes, la rechute fait partie intégrante du système, hein. Un enfant, il n'apprend pas à marcher du jour au lendemain. Il chute et puis il se relève, et puis, etc. Et tous les jours, il fait des essais, voilà, des petits pas pour apprendre à marcher. Et nous, on va être là-dessus aussi. Et plus c'est simple, plus c'est facile de se recaler sur la norme que l'on a décidé de suivre. Et la dernière, donc évident, attractif, facile. Et la dernière, ça va être satisfaisant. Donc il procure du plaisir pour votre cerveau. Et donc là, on va parler de petites actions. Et donc en face de ces petites actions, mini, entre guillemets, de mini récompenses. On va créer de la récurrence, de la répétition sur un petit circuit de dopamine. Voilà. Et ça, cette dernière étape est vraiment importante, hein. Donc on va renforcer la troisième étape là, de la boucle de l'habitude. Donc pour qu'une habitude soit
voilà, tiennent plus facilement dans le temps, pensez à ça, hein. Elle doit être évidente, attractive, facile et satisfaisante. Et la magie là-dedans, c'est que c'est comme une pièce de monnaie. Vous pouvez prendre cette pièce avec ces quatre paramètres et vous pouvez retourner cette pièce et vous pouvez utiliser l'inverse de ces quatre paramètres pour supprimer ou atténuer une habitude néfaste pour vous, une habitude dite négative, hein. Vous pouvez la rendre pas évidente, désagréable, difficile. Pour le sucre, vous n'achetez plus de produits sucrés, ça va être plus dur, hein. Si vous voulez une glace, ça veut dire que vous prenez la voiture, vous allez dans le magasin, vous cherchez une glace pour la crise de glace que vous avez là maintenant. Ok? Ça va vous laisser le temps de réfléchir et de voir si vraiment vous y allez. Vous voyez, c'est plus difficile. Si les glaces sont dans le congélateur, vous risquez de rayer les murs. Voilà, pour ne pas aller chercher la glace. Et puis, la rendre non satisfaisante, la rendre déplaisante. Ok. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va faire dans la deuxième phase. Vous vous souvenez, observer, planifier, actionner. Dans la phase de planification, c'est tous ces paramètres qu'on va mettre en œuvre. Euh, donc quelques points à retenir de ce qu'on a vu sur cette deuxième partie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être avant, je vais regarder. Hop. Euh, alors, la marche nordique. Faisal, je ne sais plus dans quel contexte. Ah oui, quand j'ai dit si vous marchiez. C'est top la marche nordique, ouais. Jean-Philippe, j'ai géré, ah oui, exactement, j'ai géré des salles de sport pendant des années, je confirme. Donc j'imagine que c'est sur les inscriptions. Merci Jean-Philippe pour le témoignage. Pourquoi prédictif et barré? Alors, c'était sur cette slide. Non, on revient en arrière. Hop. Pourquoi prédictif était barré ici? Parce que là, je parle des résolutions qui sont basées sur un objectif. Et l'objectif, il est basé sur un indicateur de résultat au départ. Et très rarement sur les indicateurs prédictifs. Et c'est dommage. Et donc nous, c'est ce qu'on va mettre en place pour contrecarrer ça. Je ne suis pas capable de me réguler, donc je n'achète plus de sucre, ni même de chocolat. Ben voilà, rendre l'habitude difficile. Merci Jean-Philippe, c'est exactement ça. Les tests sur les rats ont été faits avec cocaïne et héroïne. D'accord, les deux, il me semblait que c'était l'une des deux drogues. Et dans les deux cas, le sucre est le gagnant. C'est fou quand on y pense, hein, que les rats préfèrent de l'eau sucrée à la drogue. Quand vous pensez que, alors, si vous l'avez fait, je ne veux pas vous mettre dans un état de culpabilisation, mais quand vous pensez que des fois on met du sucre dans l'eau des jeunes enfants pour leur faire boire de l'eau, c'est déjà les habituer tout petit à des choses pas très positives. On peut parler des jus de fruits aussi, mais bon, ça sera un autre sujet. Ensuite, Christine, je suis obligé de vous quitter. Je regarderai la suite du replay. Merci Cyril, belle été à tous. Merci Christine, et puis bon visionnage du replay. Ok, et ben écoutez, il n'y a pas d'autres questions a priori. Vos micros sont pas activés, donc on va terminer Oui, doucement. Donc, il y a une question? oui, moi Oui. j'en aurais une, c'est Laurence. Euh, Là, en parlant justement d'éviter de mettre de plus avoir par exemple de chocolat à la maison, Hmm. sauf que moi c'est ce que je fais, mais le problème c'est que quand je vais aller faire les courses, j'en profite pour acheter plein de chocolat et je les mange quasiment de suite. Comme ça, il n'est pas à la maison. Il est mangé entre le magasin et Oui, la c'est maison. Ça d'accord, le mais grossit. bon, ça n'arrange pas les choses, quoi. Hmm. Donc, Et ben là, c'est-à-dire que en fait, pour moi, j'ai l'impression que ça crée plus de la frustration qu'autre chose, quoi. donc quand il y a une frustration, on peut y aller par étapes. Le chocolat, par exemple, vous pouvez passer du chocolat au lait passer du chocolat au lait au chocolat noir, par exemple, première étape. Et la Ah, je deuxième suis étape. déjà au 100%, donc Ah, et déjà en 100%. Voilà, le 100%, mais pourquoi arrêter le 100%? parce que de temps en temps, je craque sur du 100%, mais avec des petites noisettes, des trucs comme ça, quoi. Bah oui, mais n'achetez que du 100%, 100%. Alors, Mm. ouais, voilà.
Après, encore une fois, ça c'est la gestion dans le temps, c'est important d'avoir des soupapes de liberté quand on veut adopter un régime particulier ou des choses comme ça. Ouais. Si vous voulez tenir dans le temps, ça peut être important d'avoir des soupapes de liberté. Donc là, le premier levier, c'est sur le chocolat, de passer du chocolat au lait au chocolat noir, puis au chocolat 100%. Ensuite, c'est de voir si vous trouvez des, un autre produit qui va nourrir ce besoin, des graines, des choses comme ça. Et ensuite, in fine, mais ça ne fera pas partie du programme de l'habitude master, c'est de savoir quel besoin vous nourrissez avec ce chocolat. Ah, Et, d'accord. et c'est compliqué à trouver tout seul, hein. Il vaut mieux se faire accompagner pour ça. Parce qu'en général, ce sont des D'accord. besoins qui ne sont pas forcément conscients. Et la partie de vous qui a ce besoin-là, il va pas vous laisser lui enlever son chocolat comme ça. Et on est C'est vrai que je compliqué à n'avais pas l'intérieur. pensé à ça, effectivement. Mm. Cette phrase, c'est Claudia qui m'avait dit ça, hein, pour ceux qui la connaissent, qui travaillent avec moi. Chaque comportement nourrit un besoin. C'est super Ouais. important. Chaque comportement nourrit un besoin. Et donc, quand on a un besoin récurrent et qu'on n'arrive pas à le- à l'arrêter, c'est de se demander pourquoi, quel besoin je nourris avec ce comportement. Et si vous l'arrêtez en force, sans avoir eu cette prise de conscience, tout est une question de conscience, encore une fois. La conscience, c'est de mettre, parce que c'est ma définition là, c'est de mettre de la lumière sur l'inconscient. Dans votre inconscient, vous avez plein de programmes qui tournent, qui vous font penser, agir et voir la vie d'une certaine façon. Et plus vous allez pouvoir prendre votre lampe torche et mettre ça à l'arrière et de voir ces programmes, plus ça va être clair sur pourquoi vous faites les choses, vous voyez. Et ça demande un petit peu de temps d'introspection. D'accord. Et à un moment donné, sur des choses, voilà, des addictions un peu fortes, alors je parle pas de drogue, hein, mais sur du sucre ou du chocolat, par exemple, ça peut être sympa. Et surtout pas y aller en force. Parce que ce besoin, il est encore là. Si vous l'avez pas identifié, il va aller se nourrir ailleurs. De toute façon, c'est que vous en avez besoin pour votre équilibre. Ok. Je connais une personne qui est très consciente de son fonctionnement et qui a fumé très longtemps. Je dis, mais pourquoi tu fumes? En plus, elle connaît tout ça. Et, euh, et elle m'a tenu le même discours, en fait. Elle savait pourquoi elle fumait, en fait. Et qu'elle avait une vie vraiment compliquée à côté et qu'elle avait besoin de ça pour se stabiliser. Et elle a commencé à arrêter le jour où elle a eu un enfant, en fait. C'était suffisamment fort pour la faire arrêter. J'ai une tante, c'était pareil aussi, qui est décédée maintenant, mais qui a jamais réussi à arrêter, sauf les 2 fois où elle était enceinte. Parce que la motivation était suffisamment forte. Et là, on est vraiment sur la motivation et l'effort. Et donc, pour passer à l'autre stade, c'est d'aller voir en conscience ce que ça nourrit, quoi. Mhm. Alors, Merci. pas de problème avec le chocolat noir 100%, Jean-Philippe, je suis tout à fait d'accord avec toi. Delphine, alors, un bon outil pour ça, la PNL. Alors, la PNL, c'est sympa. Ça coupe certains liens, effectivement. Euh, Bah, je suis pas praticien en PNL, en PNL, enfin je suis pas thérapeute en PNL, ni praticien avancé, mais euh, ça coupe vraiment sur la chaîne. Enfin, je suis pas un spécialiste, mais de ce que j'ai compris de la PNL, euh, ça va pas résoudre la cause en profondeur. C'est-à-dire, alors c'est très connu, vous avez peut-être vu cette vidéo de Bandler, Richard Bandler, l'un des deux fondateurs de la PNL. Elle est incroyable cette vidéo, hein. Il est sur un plateau télé aux États-Unis et il y a un présentateur, je crois qu'il a peur des serpents, ouais, mais une peur phobique. Et ses collègues, depuis des années, en direct, hein, lui font des farces comme ça où il lui lance un faux serpent et on le voit qui bondit de peur, qui quitte le plateau, etc. Et en je sais plus combien de temps, en 10-15 minutes, bah, cette personne tient un serpent dans ses bras. Vous voyez. Et Bandler utilise la PNL, etc. Par contre, il n'y a pas de conscience là-dessus. C'est que il y a quelqu'un qui coupe quelque chose pour moi, mais il y a une peur qui a engendré ce comportement-là, et le fil n'est pas dénoué. Mais ça peut être une étape, en tout cas, c'est très utile pour supprimer le symptôme à un moment, sans doute. Il y a des raisons émotionnelles de manger, ça se travaille spécifiquement. Tout à fait, Corinne, hein. Il y a des raisons émotionnelles, c'est le besoin dont je parlais.
Enfin, je pense qu'on parle de la même chose, Corinne. Ce que je retiens de cette conférence en haut de la pile, c'est l'action et de petites actions. Ça rejoint les pratiques. Bah, c'est top, Faisal. Rachida, bonjour. Parmi les grands challenges, il y a la capacité à résister aux écrans. Alors, Rachida, on ne va pas parler le même langage, je pense. On ne résiste pas aux écrans, on ne résiste pas à une mauvaise habitude. On comprend comment elle fonctionne et on crée d'autres paramètres et une autre habitude éventuellement parallèle pour supprimer celle-ci et la remplacer par une autre. Et il n'y a plus besoin de résister. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est simple. Ok, je vais avancer. Alors, ce qu'on peut retenir de cette deuxième partie, vous voyez la présentation, c'est bon? Donc, c'est pas la motivation qui détermine vos résultats, c'est vos habitudes. Je pense que vous l'avez compris. C'est vos petites actions euh, qui vont déterminer là où vous allez. Ça, c'est absolument fondamental, hein. Rendez vos habitudes évidentes, attractives, faciles et satisfaisantes pour votre cerveau. Créez euh, une mini récompense à chaque fois. Et j'aime bien ce terme de design comportemental. C'est vraiment ça. Vous allez devenir un designer de vos habitudes, de vos comportements. Vous allez prendre conscience de ce qui est et prendre conscience de ce que vous voulez. Entre les deux, vous allez mettre en place, vous allez fabriquer vos habitudes que vous allez tester. Puis j'en ai parlé plusieurs fois, l'environnement est super important, que ça soit sur le signal, le déclencheur, mais aussi le passage à l'action, l'aspect habitude. Et on va travailler beaucoup là-dessus, et notamment l'environnement. Ça va être c'est pas le seul, hein, mais ça va être un des facteurs sur lequel on va travailler avec les 4 lois du changement. Pour terminer cette conférence, je vous propose d'explorer rapidement le programme Habitude Master si vous voulez aller plus loin. Donc là, mon but aujourd'hui, c'était de vous donner un certain nombre d'éléments théoriques sur comment fonctionnent les habitudes et ce qu'on va activer pour changer les habitudes. Et vous allez voir que ça va être un peu différent des programmes euh, précédents. Euh, on va faire d'autres apports de contenu, hein, sur la théorie des habitudes dans le programme master, mais plutôt que de faire quelque chose, comprendre avant d'apprendre, comme je fais en général, et puis des choses tout pratico-pratiques, on va activer un petit peu un autre système. On va prendre certains éléments théoriques et on va mettre en pratique ces éléments théoriques. Et on va changer comme ça petit à petit. Ok, donc Habitude Master, il est là. Donc voilà, vous aurez le tarif tout de suite. Donc pré-lancement, ça c'est important. Pourquoi un tarif de pré-lancement? Parce que je m'absente pour cause de congé la semaine prochaine, que je vais lancer ça aujourd'hui et la semaine prochaine, et que je vais enregistrer à partir de la semaine d'après. Donc, tant que les vidéos ne sont pas en ligne, tant que les premières vidéos, les premiers modules ne sont pas en ligne, ça restera en tarif de pré-lancement. Et une fois que ce sera fait, on passera en tarif de lancement à 197 euros. Et ensuite, quand le lancement sera terminé, on sera au tarif classique de 347 euros. Donc je vous laisserai lire, hein, un certain nombre de choses que j'ai expliquées ce soir. Je vais juste aller. Je fais des belles planches, hein, pour accompagner la page. Votre formateur pour ce programme, vous le connaissez. Voilà, je vous laisserai lire, hop, tout ça. La conférence d'introduction, donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et on va voir 5 sessions. Je vous invite à laisser au minimum une semaine entre chaque session pour prendre le temps de commencer à implémenter les choses. La première semaine, ça va être comprendre et d'observer son système d'habitude. La première étape, avec des exercices pratiques. Donc les 4 étapes d'une habitude. Bon, je vous laisserai tout lire, hein. Il y a certaines choses qu'on a juste vues de façon très macro ce soir qu'on va approfondir. Et on verra ça ensuite, comment appliquer ça très, très concrètement. Mon but, c'est que vous puissiez passer à l'action. C'est pas juste de rester à savoir que bah, une boucle d'habitude, c'est les 3 étapes plus le renforcement. Ensuite, on va appliquer spécifiquement les 4 lois du changement. On passera vraiment à la pratique, on va l'aider à redétailler. On- on pratiquera les 4 lois du changement ici. Sur la session 3, on parlera d'une chose que je n'ai pas abordée dans cette conférence. C'est Fogg. Je crois que c'est Fogg, hein, qui s'appelle. Oui. L'importance des micro-habitudes et des ancrages conceptuels, qui est quelque chose qui va venir appuyer ce qu'on aura fait précédemment. C'est hyper simple et hyper efficace, encore une fois.
Et ça s'intègre très très bien à la boucle des habitudes et aux quatre lois du changement. Donc on verra comment ça se- ce que sont les micro-habitudes et les ancrages contextuels et comment vous pouvez rajouter ça à ce qu'on a vu précédemment. Les bonnes habitudes, c'est bien, mais on verra ici aussi comment déjouer les mauvaises habitudes et de pouvoir jouer en parallèle sur les bonnes et les mauvaises habitudes et d'avancer sur d'augmenter les premières et de diminuer les deuxièmes. Et bien sûr, la dernière session, ancrer le changement pour durer dans le temps. Donc on verra cette notion d'indicateur, etc., de rituel hebdomadaire, etc., etc. Donc il y a des choses donc, vous aurez sans doute vu en partie sur d'autres programmes comme Organisation Master, qui mine de rien, c'est une habitude à mettre en place hein, pour que le système marche. Ça va très bien ensemble, hein, habitude master et organisation master. Euh, En fait, l'habitude master, ça devrait être un pré-programme avant l'apprentissage quasiment, pour créer des boucles d'habitudes vertueuses pour mettre en place ce que vous voulez dans votre vie après. Hein, si vous m'avez acheté plein de formations et que vous ne les avez pas encore suivies, eh ben, c'est peut-être le moment de, voilà, de comprendre pourquoi et de les mettre de mettre en branle un système qui vous permette d'avancer un petit pas à la fois tous les jours. Donc, comme d'habitude, dans les bonus, tout ce que je présente, vous l'aurez en téléchargement. Donc, cette conférence, je la laisserai publique, je pense. Par contre, le support, si vous voulez télécharger tout ce que je vous ai présenté ce soir, ben, ça sera dans votre espace pédagogique. Ça ne sera pas téléchargeable publiquement. Vous aurez un groupe Telegram, comme je fais d'habitude, pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Vous pourrez poser vos questions, partager vos expériences. Et comme je vous l'ai dit, je vous ferai une bibliographie commentée. J'ai 6 livres, je crois que c'est 6 livres. 5 qui sont vraiment bien, un qui est sympa. Si vous voulez approfondir le programme, mais le but, c'est pas que vous ayez une liste de livres à lire, c'est pour vous donner mes sources éventuellement et bah, aller plus loin sur certains domaines qui vous intéressent si vous voulez approfondir. Voilà. Et voilà. Donc pour le programme, donc à retenir, hein, 5 sessions, 5 semaines minimum. Mais une fois que le programme sera en ligne, une fois que vous l'aurez acheté, le programme, vous aurez accès à tout le programme d'un coup. Encore une fois, je vous déconseille de regarder les vidéos d'un coup sans les suivre. Parce que vous allez voir, ça demande un petit temps de... Tout ce que je vais vous montrer, l'important c'est que ça soit pratico-pratique. Vous avez peut-être besoin de la page, si vous voulez regarder cette page par vous-même. Je vous la mets dans les commentaires. Alors, hop, voilà. Elle est dans les commentaires du Zoom. Si vous regardez le replay, je vous mets le lien. Vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'aurais oublié un mot. Je vais regarder ça. Non, Cyril, je pense pas que tu aies oublié un mot. Je pense qu'elle n'a pas entendu, ou Ah, elle ça a doit être ça, oublié le oui. Ce mot. n'est pas votre motivation qui détermine vos résultats, mais vos habitudes. Ça doit être ça. Voilà. Ce n'est Parce que pas votre j'ai motivation. répondu motivation, grandes actions, je ne savais plus. Hmm. Oui, c'est ça, merci. Ok. Ça m'étonnait que j'ai oublié un mot et que je ne l'ai pas vu. Et pour la petite histoire, le S objectif, pourquoi il y a un S objectif? Vous voulez peut-être le savoir. C'est pas une simple faute d'orthographe, c'est que c'est un mot qui est dans ma banque de picto automatique avec l'objectif, avec la cible, et que je l'ai mis sans enlever le S. Voilà, parce qu'en général, je parle d'objectif plutôt au pluriel. Euh, et donc, voilà, quand je fais des fautes, souvent je les vois. Alors, ce qui est terrible, c'est que je les vois pas quand je relis avant la conférence, mais quand je suis en live, c'est là où je me rends compte qu'il manque une lettre ou qu'il y a une lettre en trop. Voilà, ça peut arriver. Et malheureusement, ChatGPT ne corrige pas les planches. Il n'y a pas de correcteur orthographique. Alors, motivation, Jean-Philippe, motivation, grandes actions, deux points d'interrogation. Tu préciseras si tu veux. C'était pour répondre à la question. D'accord. Le mot que tu n'avais pas entendu. Ah, d'accord, oui, je vous comprends. C'était motivation. Merci, Jean-Philippe.
Ça dure combien chacune? Combien de temps? Eh ben, les vidéos sont pas encore tournées. Habituellement, ça dure 1 heure à 1 heure et demie. Voilà. Chaque module dure 1 heure à 1 heure et demie. Sachant que ça sera un petit peu plus long, quoique non, il faut compter entre 1 heure et 2 heures pour les exercices pratiques, etc. Donc c'est pour ça, ça sert à rien d'en faire plus d'une par semaine, parce qu'à chaque fois, vous avez besoin, vous l'avez compris, hein, c'est des petites actions à répéter en fait. Donc il y a des choses à mettre en place, à répéter pour que ça soit ancré, et après on va implémenter le système au fur et à mesure comme ça. Corinne, c'est chouette la facilitation graphique, tout est très, très clair, merci Cyril. Oui, c'est un super outil de clarification visuelle, effectivement. Support très clair, merci beaucoup. La facilitation graphique, c'est très bien, et la carte mentale aussi en animation de formation. C'est ce que j'utiliserai, un mix, disons que j'aurai des planches de facilitation graphique dans mes cartes mentales sous Xmind. Si vous avez l'habitude des programmes que je fais, que ce soit les masterclass ou ce que j'appelle les master programmes, là, les Pictomaster, les Organisation Master, etc., vous savez comment je travaille. En général, j'essaye d'être clair. En général, on m'a dit que c'était ma marque de fabrique. Je ne sais pas si vous partagez. La page en ligne n'est pas accessible. Vous confirmez? Oui, je confirme. Et alors, pourquoi ça? Alors, effectivement, si le bouton hors ligne était coché, c'est que c'était hors ligne. Il y a tellement de boutons sur les paramètres de page. Ok, normalement, ça devrait fonctionner. Euh, Dites-moi si ça fonctionne, si vous voulez bien. Les visuels, c'est vraiment chouette pour prendre des notes. C'est hyper synthétique. Pas forcément mon fort. La classe, merci Cyril. Oui, Emma, c'est... bon, enfin, bon. Tu prêches un convaincu. Oui, ça marche. Ça marche. Ouais, ok, merci. Le visuel, c'est super pour prendre des notes, mais c'est super pour clarifier l'information, que ça soit pour vous ou pour les autres, en fait. Ok, merci. Ça marche. Super, merci. Merci Delphine, belle soirée également. À tous. Sur de l'écriture inclusive. Bon, l'inclusion, c'est bien, mais je trouve qu'il y a ses limites. Et l'écriture inclusive, c'est, comment dire, une hérésie pour la lecture, pour le niveau de lecture. Et avec des enfants qui lisent de moins en moins bien, euh, c'est, ça rajoute une complexité à la lecture. C'est, voilà. Et c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Et pour les traducteurs, c'est l'enfer. Ouais, oui, ça m'étonne pas, hein. Le YEL, je supporte pas ce mot, mais bon, je suis peut-être un peu rétrograde, j'en sais rien. Pour la traduction, j'imagine que ça doit être compliqué, compliqué. Ah oui, parce que il, point médian, point médian, voilà, T-O-U-T, point médian, point médian, S, point médian. Et Et par ensuite, contre, on parle pas on parle très peu d'inclusion des neuroatypiques et ça serait hyper intéressant d'avoir des outils sur la dyslexie. Il y a des choses qui fonctionnent. C'est pas mon fort, hein, mais c'est le fort de Claudia, par exemple. Elle m'expliquait, il y a plein de choses qui existent, qui pourraient être mises en place pour ces personnes-là et qui sont assez peu connues, malheureusement. Ok. Avez-vous des questions sur ce que j'ai dit ce soir, sur le programme pour un bidule master, ou est-ce que tout est clair? Si tout est clair, je vais vous proposer qu'on se quitte là. Je vous laisse me dire. Merci, je vais vous quitter. Merci Cécile. Merci Florence. Merci Stork. Ok, très intéressant. Eh bien, écoutez, pas de questions a priori. Bah, Cyril, Oui, si tu veux, comme il n'y a pas de question, moi, je peux te faire une anecdote par rapport à l'anecdote que tu as citée de Richard. de Euh, Richard Bandler, ouais. ouais. Pour l'émission que tu as citée, en fait, bon, comme tu sais, je suis formateur PNL et j'ai été formé par Monsieur Richard, par Docteur Richard. Bon, on l'appelle Richard. Bon, bref. Et en fait, au début, il devait passer une demi-heure dans le programme et ils l'ont appelé
une semaine avant pour dire bah, finalement, vous aurez qu'un quart d'heure. Tu vois, c'est bon. Et la veille, ils ont rappelé en disant on va être obligé d'annuler parce que finalement, on n'aura que 5 minutes d'antenne. Et il a D'accord. dit non, mais même en 5 minutes, je peux le faire. Et voilà comment ça s'est passé. Et du coup, en 5 minutes, Mais ça a ça a duré plus de duré 5 5 minutes, je minutes. crois. Excuse-moi, parce que ça a duré 5 minutes d'antenne, mais il y a une page de pub après qui a duré une dizaine de minutes. Oui, Ah, c'est c'est ça. ça. Mais en fait, directement, lui, dans le truc avec le sportif, je ne me rappelle plus de son nom, c'était, je crois, ils ont pris 2 minutes de plus, en fait. Donc, en fait, la totalité, c'est 7 minutes. Si vous avez l'occasion de la voir, la vidéo, elle est sympa. Et vous verrez comment Ouais, il a l'air vraiment incroyablement fort, Mandler, hein. Enfin, c'est un génie, parce vraiment. que quand on voit, je me souviens de la présentatrice qui est en train de lui casser sa baraque, euh, un peu comme un perturbateur sur un tour de magie. Et à un moment donné, il surveille, j'ai l'impression qu'il surveillait plus la présentatrice que le type sur lequel il était en train de bosser. C'est une vidéo qui est très intéressante. Mm. Ok, bonne soirée, bonne soirée. Merci Cyril, jolie soirée à chacun. Merci Soraya. Eh ben, écoutez, merci Jean-Philippe pour ce témoignage sur Richard Mandler. Et je vous propose de bonne mise en place des habitudes. Et puis on se retrouve sur le programme pour ceux qui veulent aller plus loin. On se retrouvera peut-être en partie en direct. Je verrai comment je n'ai pas défini si j'enregistrerai les modules. Alors tous les modules ne sont pas enregistrés en direct, mais peut-être que je vous proposerai le ou les premiers en direct. On verra comment on s'organise. En tout cas, encore une fois, je vous rappelle, le pré-lancement aujourd'hui jusqu'à à peu près 7 à 10 jours. Ensuite, les premiers modules seront en ligne. On passera sur la phase de lancement. Donc le prix augmentera un petit peu. Et quand le lancement sera terminé, on sera sur le prix classique des grands programmes comme ça. Et vous pouvez compter sur... oui, il y a 10-15 heures de travail. Il y a une quinzaine d'heures de boulot entre les vidéos et puis les exercices à faire. Voilà. Donc quelque chose à faire dans le temps. Et c'est sans limite de temps aussi, je ne l'ai pas dit, hein. Vous avez un accès sans limite de temps, donc vous pouvez suivre le programme à votre rythme. Et encore une fois, je vous rappelle, ce sont les petites actions quotidiennes qui font la différence. Ça ne sert à rien de faire ça en 2 jours. Allez, j'ai assez parlé pour ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée, une bonne mise en pratique de ce qu'on a fait. Et puis j'espère vous retrouver dans le programme Habitude Master très vite. À très bientôt, au revoir.